Alors Julien Hervieux, donc enseignant en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Julien Hervieux est aussi écrivain. Ça arrive. D'un point de vue fictionnel, il officie dans le domaine de la guerre et du mal en général. C'est vrai. On va pas se le cacher, ces héros, qu'ils soient pour les petits ou les grands, sont souvent des méchants. La nuit, dans son donjon craquelé, bercé par la douce mélopée d'un peuple de chauves-souris, éclairé par le seul courant alternatif d'incessants orages, il ricane en rédigeant quelques cruels billets sur son blog où il pratique la mauvaise foi en artiste accompli. Et qu'il a un nom ce blog. Un odieux connard. Le blog d'un odieux connard maintenant. Tout à fait, c'est ça. Il a publié chez Albert Michel le petit théâtre de l'opération que nous avons ici, merveilleux livre, dans lequel il raconte des anecdotes insolites sur la Grande Guerre avec la décontraction d'un officier teuton qui tient en joue sous sa mitraillette un escadron. Je sais pas du tout où je vais avec cette comparaison. Bref, en tout cas, c'est très drôle, très intelligent. On y croise beaucoup de femmes, ce qui est assez rare dans un livre d'histoire de la guerre pour être noté. Voilà, c'est un très bon livre. Bernard Werber, quant à lui, n'est plus à présenter. Romancier philosophe. Merci, présentons. Tu sais que c'est une malédiction, c'est ça. Bernard Werber n'est plus à présenter, on sort tout le temps cette phrase. Les gens tout le temps une autre. Laissez-moi pratiquer la prétérition avec l'art. Donc, il est à présenter. L'œil brillant d'une malice qui vous ferait dire waouh, quand même, il a l'air d'être super malicieux. Auteur des sagas des fourmis et de celle des thanatonautes. Voilà. Elle c'est votre présentation. Bien sûr. Par contre, au niveau du son, je pense qu'ils n'entendent rien. Vous entendez rien du tout? Ah, c'est qu'on n'a pas besoin de en fait. Au fond on n'entend rien du tout. Ah, vous entendez rien du tout au fond? Bon. Il faut monter un peu au-dessus. Parce que jusqu'à présent, c'est que du bavardage de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Là. Du coup, il va tout recommencer depuis la présentation. Ils ne sont pas à présenter, aucun des deux. Voilà. Ce livre plein d'essais. Donc, oui, non, c'était bien. Ça, il a publié chez Albert Michel La Boîte de Pandore le 26 septembre 2018, la même date que Julien Hervieux. Attends, je dois préciser tout de suite quelque chose est interrompu probablement. Mon héros dans La Boîte de Pandore, c'est Julien Hervieux, professeur d'histoire, spécialisé dans la guerre de 14-18, qui se retrouve d'un coup plongé dans la deuxième scène, dans la bataille du chemin des dames. Tout à fait. C'est génial, voilà. Et je l'ai mis dans les remerciements. Voilà. Donc le personnage est sur scène, c'est beau quand même. Et surtout que les gens, quand ils voient René Toledano, ils n'imaginent pas ta tête. Non, et c'est mieux pour eux. Maintenant, ils le savent. Voilà, imaginez quelqu'un d'autre en plus beau. Pensez à Brad Pitt. T'es plus beau que Brad Pitt. J'ai rencontré Brad Pitt, je peux te dire, il est plus âgé, il a mon âge. Oui, mais depuis que je lui ai piqué Angelina, il est un peu jaloux, c'est pour ça. Là. En ce moment, on est un peu fâchés, lui et moi. C'est parce que tu lui as piqué mieux. Non, mais je l'ai revendu. Et des questions, elles arrivent ou il faut aller les chercher? Non, mais moi, mon travail, c'est juste d'éviter l'accident, vous voyez. Ah. Donc, alors, non, je vais continuer, parce qu'il va absolument, vous voulez absolument être des bons élèves. Bref, vous l'aurez compris, donc, l'un est un styliste qui pratique la cruauté au scalpel et l'humour à l'encre de Chine. L'autre, un conteur. Eh oui, ça a été travaillé, ça. Vous écrivez pas des livres aussi? Oh, vous savez. Michel aussi, vous pouvez aller voir. Mais ça après, on faisait interview, vous nous montrez votre bouquin et puis se présente. Donc voilà, l'autre est un conteur, pour qui l'humour a avant tout une vertu philosophique. Chez lui, le rire est, comme dirait Hugo, la fiente de l'esprit qui prend son envol. Compteur EDF dans ce cas. Tu es notre ligne qui à nous. En somme, tous les opposent. Une question me vient donc à l'esprit. Julien Hervieux, pourquoi diable avoir choisi Bernard Werber? Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit Bernard Werber? Les gens dans la salle qui le savent, parce qu'ils aiment bien ses livres. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a quand même on est potes. Ouais. Et en fait, on a des manières de faire qui nous opposent pas mal quand on avait parlé d'écriture, entre autres. C'est que toi, tu as un vrai côté artiste, alors que moi, j'ai un côté fasciste. Ouais. À savoir que moi, je suis du genre, un plan, un plan du début à la fin, très rythmé, comme ça. Alors, j'écris avec un accent allemand, il faut savoir. Alors que Bernard écrit avec classe et élégance, bien installé. Mais moi aussi, je fais le plan. Mais un plan qui se déroule sans accro. Oui, j'ai fait aussi, non? Non, mais le plan, c'est le truc le plus important dans le bouquin. Alors attends, je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Mais alors après, juste, on reviendra au plan parce que Julien Hervieux m'avait parlé du fait que vous commenciez par une page blanche. Donc pas du tout, apparemment, par un plan. D'accord, Oh là là, il y a eu des mensonges, j'ai balancé. Julien Hervieux est un bonimenteur. C'est vrai. Votre rencontre, comment vous
êtes-vous rencontrés, Bernard Werber et Julien Hervieux? Je me rappelle plus du tout. Et vas-y, toi. Alors moi, un jour, j'ai croisé Bernard Werber, un truc qui s'appelait La Veillée. C'était pas avant? Non, en fait, on a commencé par ça, où Bernard Werber venait nous raconter comment il avait survécu à des expériences diverses et variées, impliquant la Corse, parce qu'il est comme ça, il y avait du suspense. Donc une histoire avec Bernard Werber et les Corses, ça peut que bien se finir, vous l'imaginez. Et ensuite, on a parlé surtout sur un salon anecdote historique. Voilà. Et là, on a commencé à taper la discute, et c'est notre grande passion à tous les deux. Bernard m'en a appris, j'espère t'en avoir appris. Et on est parti de là, et surtout dans mes livres, du fait qu'on ait parlé de la Première Guerre mondiale à plusieurs reprises. Exactement. Et je m'en souviens tout à fait. C'est exactement ça. Non, on a aussi plein de copains communs, des youtubeurs. Parce qu'en fait, vous allez voir les deux tribus qui sont là. C'est la tribu de mes lecteurs et la tribu de ces lecteurs qui sont plutôt des youtubeurs. Dans le monde de l'édition, est apparu depuis quelques temps. Là. Allô? Est apparue la nouvelle génération, ce nouveau courant que n'ont pas vu du tout venir les boîtes d'édition au début et qui voient maintenant venir un peu plus tard. C'est tous ces gens qui ont des blogs et qui ont des communautés de blogueurs qui dépassent les 100 000 personnes et qui, du coup, ont une tribu. Et moi, ça m'a tout de suite passionné. Je me suis dit, maintenant, c'est un monde parallèle, c'est la littérature underground va venir par là, par Internet, et ne va plus être repérée par les manuscrits qui arrivent chez les éditeurs. Il y a un changement de micro, je crois, pour tout. Et donc, moi, je crois que c'est le futur. C'est-à-dire, c'est des gens qui montrent déjà qu'ils s'intéressent au public avant d'entrer en contact avec les éditeurs, dans cet ordre-là. Et je trouve que c'est honnête en plus. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent, ils sont déjà créés la famille de lecteurs. Donc, bonne analyse. moi j'atterris doucement, mettre des prix d'un, et puis la relève. Au moins ça. Alors, je ne sais pas si on est le futur, mais en tout cas c'est très vrai aujourd'hui, et je pense à celles et ceux qui écrivent dans la salle pour des passions. Aujourd'hui, dans le monde des arts, quand on est sur Internet, on a déjà un énorme bonus parce que l'éditeur, effectivement, il voit qu'on a déjà un public, donc il sait s'il y a des critiques, s'il y a des gens qui sont prêts à venir nous voir, donc c'est un côté rassurant. Donc je suis sur Internet depuis 10 ans, à écrire des conneries et à faire des vidéos. Je peux que encourager les gens dans la salle qui veulent pour des idées, des histoires, à commencer par ça, vraiment. Pour ajouter aussi une chose, c'est que la plupart de mes profs d'histoire n'étaient pas rigolos. J'aurais rêvé d'avoir Julien comme prof d'histoire. Les élèves qui se passent ça. Mais si, parce qu'il a un humour. Il m'a raconté comment il fait ses cours et tout. Quand il pète la gueule de ses élèves, il les énerve quand même. Il assure une partie du spectacle. Et vu qu'il se définit comme odieux connard, on ne peut plus l'insulter. C'est-à-dire il a fauché l'herbe sous le pied de ses amis. Je vous apprendrai comment on peut détruire le téléphone d'un élève légalement. Vous faites ça une fois, il y a beaucoup de larmes, mais ensuite il y a beaucoup de respect. Il fait pas que ça, tu les frappes aussi, tu leur trouves des sévices. Mais toujours sous le t-shirt, comme ça, il n'y a pas. Non, les sévices sexuels, c'est quand j'enseigne à Charleroi. Mais passons. Cette blague s'arrête là. Cette blague s'arrête là, cher arbitre. Voilà, on coupe. Donc, alors est-ce qu'il y a une continuité entre l'écriture d'Internet et l'écriture ici? Quelle était cette continuité? La continuité, c'est que je pense que c'est pareil en fait, d'une certaine manière pour Bernard, c'est que quand on fait quelque chose, on est toujours ravi de donner quelque chose de plus à son lectorat, c'est-à-dire on ne veut pas toujours répéter la même histoire, et sur Internet, un des défauts qu'on a, c'est que très souvent, on se dit je vais imprimer ce que j'ai déjà fait sur Internet, ça fera un livre, et puis les gens vont me donner du pognon. Alors c'est vrai que j'aime bien l'argent, je le reconnais. C'est vrai, il est réputé dans la profession. C'est ça, effectivement. Voilà. C'est ça parce que mon jacuzzi de coke coûte un certain prix, mais pas sûr. Et donc c'est toujours, il faut trouver quelque chose de nouveau à mettre sur Internet. Et la bonne nouvelle, c'est quand on parle d'histoire, au départ on se dit l'histoire c'est pas un truc qu'on peut changer comme ça, mais en fait c'est bourré d'anecdotes qu'on découvre, et plus on recherche, et j'adore ça, plus on découvre des personnages inconnus. Donc c'est pour ça, on parlait des femmes dans l'histoire. Mesdames, il y a vraiment des personnages historiques inconnus, formidables à connaître. Je pourrais en dire un mot vite fait juste sur Jeanne d'Arc. Très vite fait, je voudrais juste parler de Marie Marvin, que vous connaissez sûrement pas, mais qui, pour la faire courte, c'est quand même une femme qui a été pilote, qui a inventé l'aviation sanitaire, alpiniste, skieuse olympique, soldat engagé durant la Première Guerre mondiale. Quand elle est démasquée, elle décide de repasser en infirmière. En tant qu'infirmière, elle évacue des gens à ski. Et elle a toute une vie et juste... Et elle faisait bien la cuisine en plus. Alors évidemment. Mais surtout, à 80 balais, Paris-Nancy à vélo. Parce qu'elle est comme ça. Et pourquoi, sans la selle. et pourquoi elle a fait ça?
pour aller piloter un hélicoptère à réaction à 80 balais. Donc c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu parler, et ça, c'en est le Tour de France. Juste pour un coup, lui avait interdit de participer, c'était une femme. Donc elle pédalait derrière le peloton. Donc le peloton va terrain foncier, sinon elle est grillée, quoi. Donc voilà, Marie Marvin, je peux que vous recommander de chercher, personnage extraordinaire. Et c'est ta mère en plus. Et c'est ma mère, évidemment, c'est connu. Mon prénom est Julien Marvin. Et j'ai 70 ans. Mais une autre question alors, question un peu sérieuse après, c'est Galégrade. Dans vos deux livres, il y a beaucoup d'anecdotes historiques. Et il y a un rapport à l'anecdote qui est souvent celui de la révélation. Il y a on ne croyait que, mais en réalité. C'est complètement le cas dans la boîte de Pandore, il me semble, avec le fichier Nemos, qui est le fichier donc, de votre héros, et qui à chaque fois se dit, mais voilà, moi je vais mettre dans chaque... à chaque fois, dès que je découvre la réalité sur un fait historique qu'on m'avait présenté comme vrai, eh bien, je vais l'écrire, pour pas l'oublier. Et il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que, est-ce que finalement le risque, c'est pas que l'anecdote, elle tue la curiosité, dans le sens où, la pratique de l'anecdote, dans le sens où c'est extrêmement séduisant, satisfaisant, de se dire, bah oui, je croyais que c'était ça, la réalité, et en réalité c'est ça, donc j'ai besoin d'aller chercher plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très séduisante de ce côté canon à deux coups de l'anecdote. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. J'ai l'impression que ça tue, à titre personnel, je me demande si ça tue pas la complexité de l'histoire. Je fais pas que l'anecdote. Par exemple, un des cas qui me semble vraiment caractéristique de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est la comparaison entre Louis XIV et Louis XVI. Pour moi, Louis XIV, c'est le pire de tous les rois qu'on a eu, et Louis XVI, c'est le meilleur. Maintenant, peut-être que ça nous a été présenté un livre d'histoire. Louis XIV, du fait de Versailles, du fait de la cour et tout, c'est présenté comme le roi soleil, c'est formule qu'il a trouvé sur lui-même, de lui-même, comme le duc Honard a trouvé le formule sur lui-même. C'est-à-dire que le mec se définit déjà comme roi soleil. Déjà, on voit le degré d'humilité du bonhomme. Deux, le mec, il invente la monarchie absolue. Et tous les choix politiques qu'il fait sont nuls, Louis XIV. La construction de Versailles, ça a coûté des tas de vies, c'était très mal foutu, il a tout piqué à friquer. Et toutes les guerres qu'il a fait, elles ont abouti à rien du tout. Le mec, il avait investi qu'il a filé à toute la cour de XIV. Il a exempté tous les riches, tous les aristocrates de payer des impôts. Il a réinventé les guerres de religion contre les protestants. Il a fait que les mauvais choix. Et le pire, et la preuve que c'était un roi nul à chier, c'est qu'il y a eu une famine, et lui, il n'a pas su la gérer, il était planqué à Versailles, 2,5 millions de morts dans la France, il avait 30 millions de personnes, donc pratiquement 10% de la population française meurt du fait que le mec est con. Louis XIV. À côté de ça, Louis XVI prend toutes les bonnes décisions, il passe de la monarchie absolue à la monarchie d'assemblée, il autorise les religions. Quand arrive la famine, lui, il prend la pomme de terre de M. Parmentier, ce qui fait que la famille est très très bien gérée. Il finance la révolution américaine, il arrête la torture, il arrête l'aide de cachet. En fait, c'est le mec démocrate, sympa, ouvert, moderne. Et tout ça parce qu'il est un peu plus gros et qu'il n'a pas trouvé une formule pour parler de lui-même comme un soleil. Il passe pour un nul. Non, c'est le meilleur. Louis XVI, fan. Louis XIV, pourriture complète. Et il serait temps, moi je me suis dit, il est temps quand même de rétaler cette chose-là. Il n'y a pas besoin d'un... Les informations que je viens de vous donner, c'est pas vous qui les inventez. Il n'y a pas besoin de chercher une anecdote pour reprendre votre formule. Il suffit juste de regarder, de mettre à plat les événements, le bilan du règne de l'un et de l'autre. On s'aperçoit qu'il y en a un qui mérite d'être à la poubelle et l'autre qui mérite tous les compliments. Maintenant, l'histoire a quand même géré ça. Donc, ce n'est pas que l'anecdote. Ce qui m'intéresse, c'est ouvrir les yeux et surtout donner envie à mes lecteurs de se dire, ok, au-delà de ce que sert la propagande, qu'est-ce que le mec a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien. Autre exemple de pourriture complète, Jules César. Jules César passe pour le grand empereur. Le mec, il envahit la France avec une armée privée achetée par le fait de sa maman. Jules César. Il monte tous les Gaulois les uns contre les autres pour essayer de se faire un max de thunes pour sa campagne politique du retour. Vercingétorix. On n'est même pas sûr qu'il a existé. En tout cas, il n'y a que la version de Jules César. Et en plus, tout ça pour dire, regardez, c'est un grand méchant terrible, mais je l'ai vaincu. On n'a que la version de César. Et le type, c'est pareil, c'est un dictateur ignoble. Mais seulement, Jules César, grand empereur, Louis XIV, grand roi. Tous ces gens-là ont une aura positive, alors que c'est quand même des salauds égoïstes, mégalomanes. Donc, c'est cette vision-là que je vais réparer la boîte de Pandore. Imaginons qu'on ait une machine à remonter le temps, qu'on aille voir ce qui s'est réellement passé au-delà de ce que nous raconte Jules Michelet. Et on sait que Jules Michelet, donc l'inventeur de l'histoire en 1850 à peu près. Et on s'aperçoit qu'en fait, on nous a mal présenté le truc. François Ier, pareil, en gros,
mais seulement il était copain avec Léonard de Vinci. Ouais, mais il a perdu toutes les batailles, il a ruiné la France, et en plus il a envoyé ses enfants comme otages pour pouvoir lui rentrer, et il n'a jamais payé la rançon. C'est un gros nul, lâche. Voilà. Donc j'ai essayé de rétablir à travers la boîte de Pandore, imaginons qu'on aille objectivement regarder qui a fait quoi, et à ce moment-là on s'aperçoit que ceux qu'on nous a présentés comme les héros ne sont peut-être pas les héros. Mais Julien le montrera encore mieux dans son Voilà, merci de la pression, bonsoir. Tu parlais de salle mégalomane, donc on parle de moi. Non, je pense que vous êtes tous logiquement allés à l'école. On a tous eu des cours d'histoire chiants. Vous savez, le cours où on dit t'apprends tout par cœur, tu recraches et tout ira bien. Bon, c'est chiant. Pour tout vous dire, la première classe que j'ai eue, la première année où j'ai été prof, 28 garçons, 2 filles, que des garçons virés des autres établissements du département. Je ne vous cache pas que la tenue officielle pour porter un jogging et une casquette, c'était à leur expliquer l'histoire. Donc, il faut commencer par un truc qui les intéresse. Et moi, j'ai commencé avec Assassin's Creed, parce qu'au moins, on avait une référence. Ça paraît stupide, mais en fait, l'anecdote, c'est un marchepied pour intéresser les gens à une période du genre, ah bon, Louis XIV, il n'était pas comme ça? Et ben, j'ai peut-être envie d'en savoir plus. Et à force de petites anecdotes, on peut intéresser les gens. Sachant qu'en plus, notre cerveau retient plus facilement une anecdote qu'une date. Si j'ai une anecdote débile, vous la retiendrez facilement, alors que si je vous donne la date d'une bataille, vous direz oui, dans 10 minutes j'aurais oublié, donc voilà. En tout cas, moi j'aurais oublié dans 10 minutes. Mais l'anecdote, c'est vraiment un outil puissant, et en plus, quand on écrit une histoire, il y a le plaisir de se dire, on essaie de faire une histoire qui vous intéresse, et vous de vous dire à la fin, bon, en plus j'ai appris des choses. Ça vous permet de briller en soirée, autour d'un café, au boulot, et toi, tu savais que Louis XIV c'était une quiche, donc voilà, c'est important. Comme ça, les gens font « Ah non, mais tu es trop intelligent !» Oui, je lis du Bernard Werber. Voilà, donc c'est important. Mais l'anecdote, c'est une super arme pour intéresser les gens à un sujet. Et voilà, bon, moi j'aime beaucoup ça parce que on trouve des personnages, tu parlais de personnages qui ne sont pas des héros, et on trouve des personnages inconnus qui en sont. Vite fait, voilà, genre Albert Roche, le nom vous dit sûrement rien, et sachez que c'est un Français qui à lui seul a fait plus de 1000 prisonniers. Et quand les Allemands l'ont fait prisonnier, il a capturé 30 prisonniers. Donc c'est un mec, voilà, fallait pas le faire chier. Vous entendez pas parler, et pourtant c'est des foutues légendes, et quand on les lit, on se dit Hollywood en fera un film, on n'y croirait pas. Donc l'anecdote, c'est outil pour intéresser à l'histoire, outil pour apprendre, et c'est vraiment un marchepied vers quelque chose de plus. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Albert Roche, c'est pas Batman? Non, ça c'est Albert Jacquard. Ah bon, un Albert pour empêcher un autre. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire d'Albert Jacquard? Albert Jacquard, ça fait vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Albert Jacquard, sachez-le, c'est un Australien qui était bûcheron, donc déjà le mec, pas un mec sympa. En 1914, bûcheron en Australie, il faut affronter des araignées qui font 2 fois sa taille, donc voilà, l'Australie, vous connaissez. Et le mec s'engage pour partir rejoindre la guerre. Et le premier truc qui se passe, c'est qu'il a envoyé. Déjà, il se bat avec ses camarades sur le bateau qu'il emmène, donc déjà, il est chaud patate. Il arrive aux Dardanelles, donc pour attaquer les Turcs. Ils arrivent sur les plages, ils sont massacrés, ils arrivent à creuser des tranchées, ils s'enterrent. Il y a une tranchée qui est prise devant eux, et lui il dit bon, les mecs, il faut qu'on contre-attaque. Il n'y a que 2 survivants avec lui. Les 2 autres qui font putain, mais on est que 3. Il dit vous avez raison, les 2, vous restez ici, moi j'y vais. Là il y va, et au matin, quand les Australiens arrivent, bah, il y a plusieurs Turcs en face, mais il y a un mec sur une pique de Kenneth qui fait du calme, Albert. Albert. On se dit, il va s'arrêter là, il fait des médailles, c'est le premier Australien, voilà, Strauss, etc. Plus tard, en France, là où il y a le plus grand cimetière australien au monde, il faut le savoir, c'est en France. Dans l'est de la France, il y a une attaque, les Allemands s'emparent des tranchées australiennes et la capturent. Et il y a quelque chose dont on parle dans ton livre, ce qu'on appelle les nettoyeurs de tranchées. Donc, une fois qu'on a pris une tranchée, on envoie des grenades, entre autres, dans les différents abris pour vérifier qu'il n'y a pas de survivants qui puissent attaquer par derrière. Les Allemands font ça, jettent une grenade dans un petit trou. Et dans le trou, il y a 3 mecs, ils en tuent 2, le 3e s'appelle Albert. Il se réveille, il n'est pas content. Et il se trouve qu'il y a un phénomène psychologique qui est très intéressant, c'est l'obusite. Aujourd'hui, on connaît ça sous le syndrome de la guerre en Irak, là, qui est beaucoup plus fort à ce moment-là. Le mec devient fou, ça a plusieurs effets. Soit on peut se mettre à trembler dans un état catatonique, soit on peut s'évanouir, soit on peut devenir berserk. Albert sort, il n'a pas d'armes, il pète la gueule à coups de poing aux Allemands, il les repousse. Il prend 2 balles dans la tête, il survit. Donc ils disent ok Albert, c'est bien. Et plus tard ils disent bon c'est un foutu héros, faut qu'on le garde, faut qu'il survive, donc on va le nommer au renseignement, comme ça il n'y aura plus de soucis. Jusqu'au jour où un jour Albert, il regarde les tranchées ennemies à la jumelle, et là il voit 2 officiers allemands qui le regardent à la jumelle. Il dit je vais les chercher. Donc il court, il y va, les Allemands sortent le flingue, lui il sort le sien, son flingue ne marche pas, les Allemands font oh, on va leur péter la gueule à coup de poing.
Et il les ramène. Et donc l'état-major fait on te met dans un bureau à l'arrière, tu nous ramènes des officiellement pas content. Albert est rentré en Australie, il est devenu conseiller municipal de sa ville. Donc au conseil municipal, il ne fallait pas voter non. Je ne cache pas que voilà, il n'y avait pas de souci. Finalement, c'est la maladie qu'il a eue parce que même à coup de poing, ça ne marchait pas bien. Et pour information, c'est dans l'armée australienne, les adjoints d'un officier s'appellent les Batman. Parce que typiquement, c'était le patron de Batman en plus, Albert Jacquat, donc j'ai envie de dire quelque part la classe. Merci Albert Jacquat. Merci beaucoup. Merveilleux. Qui n'a rien à voir avec le jeu de foot, mais qui a à voir avec vous deux. Vous avez tous les deux un rapport à l'image dans votre parcours. Bernard Werber, vous avez fait des courts-métrages et un long. Et j'ai un vieux, vous avez mis sur YouTube une partie de vos chroniques historiques. En quoi est-ce que c'est différent d'écrire pour de l'image, d'écrire la mise en image et la mise en récit par écrit? Quelle est vraiment pour vous? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est radicalement différent dans ce langage qui a été nouveau pour vous à expérimenter? Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était plongé dans l'inconnu. Alors moi, j'ai une formation de scénariste. Donc pour moi, c'est pas nouveau. Depuis le début, j'ai envie de faire des films. Maintenant, on est en France, donc tout ce qui sort un peu des comédies romantiques, ça donne assez à financer. Donc j'ai pratiquement autofinancé mon film. Surtout que de nous, je suis pas produit, c'est formidable. La différence entre l'écriture et le film, c'est que, surtout dans le long métrage, c'est mon expérience la plus intense, c'est que dans le long métrage, il faut faire plein de concessions aux producteurs, aux acteurs. En gros, il faut pas arrêter de faire la diplomatie pour négocier avec tout le monde. Maintenant, vous faites autrement, vous êtes tranquillement au peinard, et une fois que c'est fait, les lecteurs, ils y vont ou ils y vont pas. Mais on dilue son idée au milieu de la créativité des autres. Maintenant, moi, quand j'écris, ça m'arrive de storyboarder les scènes, pour savoir comment ça fait. Mais la manière dont travaille Julien est beaucoup plus légère, donc beaucoup plus instinctive et beaucoup plus naturelle, parce que lui, il met les images qu'il a envie, il n'est pas obligé de discuter avec les acteurs, il n'est pas obligé de discuter avec les producteurs, chercher un diffuseur. Et c'est le grand avantage de notre génération, c'est que maintenant, si on a envie de faire du cinéma, on n'a pas besoin d'envoyer un projet et d'attendre d'être appelé. On prend sa propre caméra, on prend des copains, on met ça sur Internet et puis bien qu'il veut. Et c'est comme ça qu'il a créé sa communauté, c'est-à-dire la manière honnête. Et c'est vraiment très très beau. La grande force de Julien, c'est son humour. Il arrive à faire de l'humour dans les anecdotes que les gens ne connaissent pas. C'est quand même un talent assez particulier. Je trouve qu'il a fait un spectacle de la même chose. Parce que tu quand même t'assures qu'à la voix de tout le monde. Il est en rodage actuellement maintenant. C'est ça, exactement, c'est des répétitions là. Après, je peux payer la sortie pour un deuxième spectacle la plus complète. Et les gens diront, on a vu le moment où il a pris la décision. C'était une seconde du livre en 2019. Exactement. Non, mais sur l'image, je l'ai dit, moi j'ai un gros avantage, c'est que je fais quelque chose qui est sur YouTube. Et surtout, quand je l'ai fait, j'ai fait un pari de ne pas apparaître devant l'écran. Je fais ça en noir et blanc pour son vieux film, et je mets donc il n'y a pas de son, à la place c'est des plaques à son vieux film avec les dialogues. Et pourquoi je fais ça? Parce que les gens regardent YouTube au boulot, et donc comme ça ils peuvent le faire discretos. Et ça marche, tous les gens qui viennent me voir en dédicace, c'est moi je vous regarde au boulot, mais je sais, c'est fait pour. Donc voilà, donc je remercie tous les gens qui branlent rien discrètement. Peut-être que la France ne te remercie pas parce que tu ralentis. Alors je suis payé par le Parti communiste chinois depuis le début pour ralentir l'économie française et ça marche, donc voilà, j'ai touché mes subsides. Tous les élèves de France aussi vous regardent dans la trousse cachée. Voilà, et c'est là que j'apprendrai comment détruire un téléphone, parce que pour l'anecdote, un jour en cours, j'ai un élève qui se marre, je fais dis donc, tu fais quoi là? Je regarde votre blague, bah ça va. C'est scandaleux. Une autre question. Oui, j'ai une question. J'ai plein de questions passionnantes. J'en ai une sur le fait que... Très bien tes questions. Maintenant, on va te donner ta note. Elles sont pas mal. On est d'accord. On va voter le public. On va voter le public. Vous avez tous un buzzer sous votre banc. La question que je me pose, c'est que vous aimez tous les deux raconter des histoires, vous aimez tous les deux les raconter aussi parfois en images, mais vous aimez aussi les récits qui sont aussi des jeux. Je pense à Bernard Werber au Loup-Garou, dont vous êtes un fan, et apparemment, selon Julien Hervieux, je trouve que c'est complètement faux. Voilà. Il a menti, c'est un documentaire. Là, cette fois, c'est une bonne info, j'en suis sûr. Là, je vais vous raconter l'histoire. J'ai discuté une fois avec Maxime Chatham, et je lui ai dit pourquoi les êtres humains se réunissent dans un endroit. Soit c'est pour manger ensemble, soit c'est pour danser, soit c'est pour prendre des verres, et puis au bout d'un moment, on va vers une personne qu'on trouve sympa, et puis on rate tous les autres. Et je lui ai dit comment on peut faire pour trouver un endroit où les gens se réunissent,
et où ils communiquent tous sans se connaître. Et il dit, il y a les jeux de rôle. Les jeux de rôle, on se retrouve à 4-5, ça commence à 8h, ça termine à 4h du matin, et les filles ne veulent pas venir. Donc ça me semblait des mauvaises raisons le jeu de rôle ne me semblait pas une solution. Mais il m'a dit, non, il y a un jeu de rôle où les règles s'apprennent très très vite et ça dure que 1 heure, c'est les loups-garous de Tire-ce-Lieu. Ça c'était en 2001. Et donc je teste les loups-garous de Tire-ce-Lieu. Qui c'est qui joue aux loups-garous de Tire-ce-Lieu? Yanni. Qui c'est qui n'a jamais entendu parler des loups-garous? Ah oui, c'est quand même ultra minoritaire. En général, c'est les colonies de vacances maintenant que tout le monde fait ça. Et alors aussi dans les centres aérés pour les gosses, ils ont trouvé ce truc pour pas avoir à s'occuper des enfants. Ils leur disent, allez-y, entretenez-vous en famille. Et puis comme ça, on a gagné 1 heure. Et donc j'ai commencé à faire des réunions de gens pour le garou, dans lesquelles je faisais venir des gens comme Julien, mais je viens de me dire qu'en fait... j'ai toujours esquivé, mais je expliquerai pourquoi après. Et donc on se retrouve entre écrivains et entre scénaristes et acteurs et hypnotiseurs, depuis peu et magiciens. Enfin, il y a même un type une fois, son métier c'était apprendre à développer l'intuition. Et son métier c'est coach en intuition. Il n'a jamais trouvé un loup-garou. Il a fait 10 parties, c'était un gag. Il flinguait les villageois innocents et il ne trouvait pas les loups-garous. On disait, quand même, tu vas bien finir rien pour le nombre de parties par en trouver un une fois. Jamais trouvé. Jamais. Et c'est une super vedette. Je ne vais pas vous donner son nom, mais c'est une super vedette de je vais développer votre intuition cachée et après vous arriverez à comprendre des trucs que vous ne comprendrez pas sans avoir. On a des médiums qui n'arrivent pas à voir du tout les loups-garous, des avocats qui ne savaient pas se défendre, et des acteurs qui ne savaient pas jouer. Donc on a pu voir que ce métier, c'est là où les masques tombent. On voit les bons et les pas bons, on voit ceux qui sont doués et intelligents qui écoutent les autres et tout. Petite parenthèse, personnellement je ne suis pas un très bon joueur. Mais je suis un bon maître de jeu, c'est-à-dire j'aime bien, parce que ça ressemble à un roman, c'est-à-dire me débrouiller pour qu'il y ait un maximum de tension et pour que le suspense monte et qu'à la fin il y ait des révélations et que tout soit le plus cinématographique possible. En fait, mes talents de metteur en scène, je les exerce dans le loup-garou un dimanche sur 2. Voilà. Et le jeu me semble un endroit où on redevient enfant et intelligent. C'est pour ça qu'il faut le cultiver. Les gens qui ne s'intéressent pas au jeu, qui ne pensent que le loup-garou c'est pour les gosses, me semblent suspects. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, il y a un dirigeant de production qui a invité tous les dirigeants des chaînes. Il y avait le patron de TF1, France 2, M6, tous réunis, et c'est moi qui l'ai organisé à la partie loup-garou. Et j'ai dit, je la sens pas. Il m'a dit, si, fais-le. Et je sentais qu'il ne voulait pas jouer, mais il voulait faire plaisir aux producteurs. Et ils ont joué, et ils acceptaient de se tuer dans la nuit quand tout le monde a les yeux fermés. Et ils ne voulaient pas s'accuser le jour parce qu'ils avaient peur que ça influe sur leur rapport professionnel entre eux. Ils étaient tous rivaux. C'est le seul cas où il y a eu un refus de tuer le jour. Par contre, une joie d'assassiner la nuit dans le dos quand tout le monde a les yeux fermés. Et je me suis dit que ces gens-là doivent être particulièrement pervers. C'est l'unique cas. Et puis, j'ai vu, vous êtes un grand joueur de jeux de rôle. C'est ça, parce que le loup-garou, j'ai une malédiction, c'est toujours moi le loup-garou, donc mes amis ont pris le pli de me tuer en premier à toutes les parties, et quelque part ils ont toujours raison, donc je peux même pas leur en vouloir. Donc pour ça, j'ai une malchance statistique au jeu et dans votre domaine qui est proverbiale. Donc voilà, le loup-garou là-dessus, c'est pour ça qu'en général je dis non, parce que je vais venir, on va me tuer, ils auront raison, et j'irai dans la cuisine. C'est quoi la jeune lecture? Bah, c'est juste qu'en fait, autant que je joue à côté ou que je fasse le bête de jeu. Par contre, j'aime beaucoup faire le bête de jeu à loup-garou aussi. Voilà. Alors par contre, je fais du jeu de rôle, j'ai même fait du jeu de rôle grandeur nature, où là on est 60 tout costumés, et il y a plus de filles. Il y a moins... C'est costume. Oui, mais en tout cas ça reste très très bien. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans la partie des jeux de rôle papier, vous prenez une intrigue, vous la ficelez bien, vous vous dites ça va tenir, ça va être royal. Vous prenez 4 joueurs, ils vous la massacrent en 2 minutes. Là vous faites bon bah je vais recommencer quoi. Ou alors vous apprenez à découvrir vos joueurs. Moi j'ai voulu faire un jeu où on joue des gentils et tout. Des pervers des joueurs. Dès qu'il y a un mec aux tortures, on veut des infos. Alors, on joue à Star Wars et on joue l'Empire. Comme ça, ils sont bien. Et là, ouais, on va défoncer des Jedi. C'est bon, j'ai le temps de pervers psychopathes, ils sont parfaits. Mais en tout cas, si un jour vous voulez tester une intrigue, mettez-la devant des joueurs de jeux de rôle, ils vous la défonceront. Et comme sur mon blog, pour l'anecdote, je critique beaucoup des scénarios. La dernière fois que j'ai été invité en France à un jeu de rôle grandeur nature, ça s'est très mal passé parce que je passais mon temps à m'engouffrer dans les trous du scénario, genre mais toi en fait tu peux pas être là. Et pourquoi tu dis ça? Parce que, alors là tu sors les règles, et tu demandes par A plus B dans le scénario, c'est pas possible.
Et voilà, j'ai même eu le cas où à un moment il y avait une espèce d'élection présidentielle à faire, et je pose la question la plus bête du monde. Et comment s'appelle le candidat d'en face? Et là, les organisateurs, ils avaient oublié. Donc j'ai fait, bon bah, s'il n'y a qu'un seul candidat, il y a deux options, soit il gagne, soit il meurt, on sait tous qu'il ne va pas gagner. Bon bah, 2 heures plus tard, il était mort. Voilà, donc le jeu de rôle, c'est excellent. Et pour les scénarios, et j'en profite sur un autre point, c'est excellent quand on est timide, loup-garou ou autre, parce qu'en fait, comme il faut se défendre, comme il faut argumenter et tout, c'est vraiment un jeu social, et si vous voulez vraiment travailler ça, et que vous avez encore peur de monter sur les planches et de faire du théâtre avec d'autres, c'est un super outil. En attendant, moi j'avais dit que je ramenais ça pour te l'offrir, donc tu as gagné le livre officiel, loup-garou. Voilà. Merveilleux. Et avec Chez Brajlon, hein, je crois, c'est Mais tout à fait, je comprends bien. Donc voilà, chez Brajlon. Ton livre est aussi chez Brajlon, et je voudrais d'ailleurs en rappeler le titre. Donc, Ah oui, parce que c'est d'autres choses. Il a écrit Au service de Sa Majesté la mort. Brajlon, donc c'est la collection Castelmore, et ça coûte Mais quel vendeur de téléachat! 14,90 €. Seulement 3 pour le prix de... J'en prends 2. Et donc c'est de la pure littérature pour young adults. C'est-à-dire ça se lit facilement, une fois qu'on est dedans, ça se mange sans problème. Exactement. Non, en tout cas, juste pour glisser un truc, pas spécialement sur mon livre, mais c'est sur l'idée de ces anecdotes. Encore une fois, on peut écrire des histoires fantastiques dans des lieux historiques, donc là, Londres au 19e, et apprendre des choses. Encore une fois, mesdames, sachez-le, à Londres au 19e siècle, il y avait des gangs de femmes. Vous n'entendrez jamais parler, mais c'était des terreurs, et la police n'arrivait jamais à les choper, parce qu'elles étaient vraiment très très fortes. Et donc, durant près d'un siècle, il y a les mêmes gangs, ils n'ont jamais réussi à l'arrêter. Donc, bravo les filles. Par contre, elles s'appelaient les 40 éléphants. C'est moins sexy. Pourquoi? Je ne faut pas. Parce que elles étaient... Alors, le nom vient, je crois, en partie d'un quartier où elles opéraient, et ensuite... Vous avez des gros culs? Alors, cela dit, c'est pas entièrement faux, parce que la tenue de l'époque impliquait les faux culs. Donc, il y avait 2-3 petites choses, parce qu'en plus, elles se spécialisaient dans certains types de balles qui nécessitaient des tenues particulières. Bref, mais voilà. C'était pas les 40 ninjas. Excellent. Je vais revenir. Je suis très fort en transition, vous avez remarqué. On m'appelle. Heureusement que personne ne filme. Parce que là, c'est Écoutez, Bernard Lavachon, vous êtes un peu cruel. Vous allez échanger de place avec Julien Hervieux pour devenir un cruel du jour. Ah non, je suis pas cruel. J'essaie d'être au niveau de spiritualité de mon voisin. Alors, j'aimerais quand même revenir à la toute première question que je vous ai posée, que vous avez éludée avec un brio que je qualifierais, je qualifierais pas, qui est inqualifiable. Qui était, vous avez 2 façons d'écrire différentes, en tout cas selon Julien Hervieux. Donc, Julien Hervieux disait que vous écriviez à partir d'une page blanche et il se trompait, c'est-à-dire Il y a un plan. Moi, ça commence, le premier germe, c'est l'idée. Et l'idée me vient le plus souvent en discutant avec les gens. Je vois que je raconte un truc, ça les intéresse, et là je me dis, ah, je vais le noter, ça peut marcher ce truc. Après, je rentre chez moi, je fais une nouvelle. Et la nouvelle, elle fait une dizaine de pages. Après, je structure ma nouvelle en 3 morceaux, pour que ça fasse début, un milieu, fin. Et une fois que j'ai ça commence à faire 30 pages. Là, je m'attaque à un plan détaillé de tout ce qui se passe et qui correspondrait à... dans le scénario, ça serait un scénario scène à scène. Donc, j'écris juste ce qui va se passer dans chaque scène. Et là, je commence à utiliser le traitement de texte pour faire du montage comme un cinéma entre les scènes. Et au final, ça donne un roman de 600 pages. Et une fois que j'ai le roman de 600 pages, je l'oublie entièrement, je recommence tout à zéro. Parce que c'est une sorte de brouillon qui m'a permis de comprendre ce que je veux faire. Et ce travail de retour à zéro, je vais le faire, sur la boîte de Pandore, je l'ai fait 11 fois. J'ai 11 fois relu le livre de la première à la 60e page, sans le relire la version précédente. Et c'est cette technique où je me trompe tout le temps au début, j'ai fini par comprendre comment ne pas me tromper à la fin. Enfin, en tout cas, me tromper le moins possible à la fin. Parce qu'à un moment, si j'arrête, c'est pas complètement au point, j'en ai marre. J'en ai marre de se relire parce que relire le même roman 10 000 fois, c'est une technique, je ne sais pas si elle est exportable, mais en tout cas, elle me permet d'avoir 11 versions du même livre avec des intrigues différentes, juste le même thème. Et on voit que vous avez beaucoup de relecteurs, ils vous aident à quoi de. Je vois à la fin les remerciements, mais je vois à la fin le remerciement que beaucoup de monde. Non, c'est des gens que j'ai rencontrés parfois dans le salon du livre, et ils m'ont dit on a pu commencer à discuter, ils m'ont dit que ça les amuserait de lire les versions bêta. J'ai dit, vous croyez que ça vous amuserait vraiment? Je leur vois, parce que les versions bêta, elles sont vraiment bêta. Hein. C'est rempli d'incohérences. Alors là, tu parlais de scénario, c'est des trucs qui ne tiennent pas debout, ça part dans tous les sens. Je l'ai relis, je confirme. Il y a des... Tu avais relu celui-là? Oui, je l'ai relu, et j'ai fait... J'ai fait voilà. Non mais... ça. Et c'est...
à un moment, en fait, c'est vrai que dans ce métier, il n'existe pas de script docteur. C'est-à-dire qu'à un moment, pas l'éditeur. L'éditeur, c'est parce qu'il regarde le style et tout ça. Mais quelqu'un qui regarde juste les cohérences du scénario. Et moi, j'ai la hantise de faire des mondes qui ne soient pas complètement cohérents. C'est ce qu'on raconté tout à l'heure. Le mec, vu qu'il y a des élections, il faut deux bonhommes. Eh ben, c'est-à-dire que des fois, on avance tellement qu'on ne se rend pas compte qu'on a oublié le truc le plus évident. Donc oui, je remercie. C'est des gens que j'ai rencontrés, comme ça, c'est pour ça que je lance du livre. Chaque fois, je trouve un ou deux relecteurs supplémentaires. Alors, vous savez une chose, pour un relecteur, ça gâche un peu le plaisir de la lecture finale. Parce qu'on a lu une version nulle du livre, alors qu'après, quand vous avez lisé le livre final, vu que tout a été corrigé, c'est un peu plus joli, plus agréable. Donc en général, ils le font une fois, ils ne le font pas forcément deux. Parce que du coup, ça leur enlève tout le coup de lire le tout. Voilà. Mais Julien avait une légitimité sur la boîte de Pandore, vu qu'il est le héros. Et surtout que ça commence sur une histoire de Première Guerre mondiale. Tout à fait. Il m'avait raconté des trucs tellement extraordinaires. Pour moi, la Première Guerre mondiale, c'est juste 1 million de personnes qui bousillent un million. Et combien de morts autour? 14 millions. 14 millions. Bon, parce que la bataille que j'ai écrite, il y a déjà... Il y avait déjà du monde. Ouais, il y avait déjà... Et donc, 14 millions de personnes dans la boue, à bord de l'urine, alors qu'il pleut en plus, la météo est pas au rendez-vous. J'ai toujours vu 14-18 comme une sorte de truc gris, une sorte d'erreur globale, collective. Et lui, il m'a encore plein de trucs rigolos là-dessus. Je me suis dit, tiens, ça va pouvoir relancer et donner un petit côté prime sautier à la gueule 14-18, on en a bien besoin. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire de l'échec de l'offensive du chemin des dames, le fait qu'on s'est fait prendre à revers par des tunnels qui avaient été creusés, c'est ça? Alors il y a eu des tunnels, il y a des mecs qui ont attaqué par derrière. Bon, il y a aussi le fait qu'avant le début de l'attaque, on a paumé les plans. Classique. Voilà, il y a Michel, il y avait des plans, il s'est fait capturer, c'est con. Et on a dit bon, on y va quand même, ouais, on y va quand même. Bon bah ça s'est pas bien passé en fait. Voilà, ça tentait. Et le pire, c'est que vu que la guerre 14-18 a été gagnée par la France, il y a un moment on a dit, bon globalement ça s'est bien passé. Et donc on a oublié toutes les responsabilités des gens qui ont envoyé au casse-pied, des jeunes, qui en fait n'avaient aucune chance de gagner. Exactement, voilà. Mais il y a plein de choses à découvrir sur ça. Je continue sur les anecdotes, mais il y a vraiment tellement de choses à découvrir que voilà, c'est l'occasion. Grâce à des livres comme ça, on peut découvrir des choses. Enfin, je ne parle pas que de la Première Guerre mondiale dans ton livre, mais voilà, passer par l'anecdote. Voilà, en général, pour vous l'appliquer en société, je vous le recommande celle-là. T'es déjà allé à New York, ouais. T'as déjà visité la Statue de la Liberté, ouais. T'es déjà monté dans le flambeau? Non. C'est normal, il est interdit depuis que les Allemands ont fait péter la moitié de la ville en 1916. Il y a des gens, comment c'est arrivé? Mais oui, bon voilà. C'est vrai. Donc on peut se l'appliquer. Allez-y, pétez la boue avec plein d'anecdotes, et après vous pouvez en plus écrire. C'est bien. Et ouais, donc nous on n'a pas la même manière de travailler, mais Speak Doctor, moi c'est ce que je fais au quotidien sur des films, et quand je relis tes livres, effectivement, le truc que je chasse le plus, c'est pas le style, c'est vraiment la cohérence. Tiens, d'ailleurs, je vais t'envoyer mon prochain, parce que l'autre fois, je l'ai au boulot alors. C'est la suite des chats, c'est rien contre les chats, je t'envoie la suite. Il y a beaucoup de gaz les chats. C'est vrai? Non, mais je les aime bien, mais des fois j'en trouve sur n'importe quoi. Il y en a des sympas. J'ai des trucs de chat sur moi, il faut le savoir. Ça ne se voit pas, vous êtes loin, mais j'ai eu un chat roux qui m'aime beaucoup et voilà. Si, ça se voit. Toi, t'es prêt? Non, mais en plus, ça m'intéresse d'avoir ton avis parce qu'il y a beaucoup de chorégraphie de bataille et je sais que t'es bon là-dedans. Et chorégraphie de bataille, il y a un moment, on voit pas bien, on ne voit plus rien parce que c'était il y a la poussière. Mais petite anecdote, une vie antérieure, je me suis retrouvé à refaire une bataille de la guerre de 100 ans. J'étais côté anglais, archer. Je peux vous dire, en tant que soldat, on voit que dalle. Mais alors, il faut attendre que le film soit fait 500 ans plus tard pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. En tant que soldat... En cas de guerre, attendez le film. C'est la morale. Mais je ne savais même pas qui était mon roi. Je ne savais même pas contre qui on se battait. On savait juste que c'était les Français en face. Et quand on a la bataille, on voit que dalle. C'est pas un match de foot où on voit les points et tout ça. Rien du tout, de la poussière et des bruits. La guerre n'y allait pas. La guerre n'y allait pas, c'est nul comme spectacle. Et c'est un truc qu'on voit dans mon livre, le fait que c'est très cinématographique, et ça m'étonne pas du tout, comme vous l'avez déjà dit, que vous écriviez, que vous faisiez des storyboards de temps en temps, et notamment, j'imagine, pour les batailles, je pense au Pavillon des Étoiles, où il y a vraiment des moments où il y a des batailles où on ne voit rien. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est assez fort, c'est assez intéressant, littéralement. Il y a une bataille qui est ridicule parce qu'on n'a rien vu dans la réalité, c'est 1515 Marigny.
Marignan, ça se passe de nuit dans la neige, il neigeait, donc les mecs se sont pas reconnus entre eux, donc c'était, pour l'information, Marignan, qui sait où se trouve Marignan? Bon, il y en a 5. Alors Marignan, la plus grande bataille que j'apprenais à l'école, mais je crois que ça se fait plus, c'est en Italie, dans le nord de l'Italie. Mais on ne se battait pas contre les Italiens, on se battait contre les Suisses. Parce que mort aux Suisses, c'était la devise de l'époque. Oui, les Suisses à un moment n'étaient pas neutres. Et donc dans la bataille, c'est passé de nuit. Et du coup, vu qu'ils ne sont pas trouvés, pareil, ils avaient perdu les plans, mais là à l'époque, vu que c'est 1500, c'est excusable. Donc les Français, ils ont chopé l'autre armée française et ils les ont bien massacrés. Alors que les Suisses ont chopé l'autre partie de l'armée suisse et les ont massacrés aussi. Et donc chacun était en train de massacrer sa propre armée dans le brouillard, la neige et la nuit. Lorsque tout d'un coup, les Vénitiens, la validité, se sont dit, s'il le faut, ces Français qui sont plus nombreux, ils sont tellement nuls à la bataille, ils ne vont pas arriver à baiser les Suisses, on va leur donner un petit coup de main. Et c'est les Vénitiens qui ont gagné la bataille. Et une fois que c'était terminé, François Ier, il a dit, bon, globalement, c'est quand même, pour gagner, quoi. Ça passe. Et après, ils ont fait des chansons, de la pub et tout, et maintenant, il reste grande victoire française, 1515 Marignan. Les Vénitiens ont été entièrement oubliés. Mais les Vénitiens, c'est parce qu'ils détestent les autres Italiens. C'est-à-dire il y avait des Milanais, des Turinois, ils se disaient, tiens, quand même l'occasion d'aller tuer ces salopards d'Italiens, un peu dans les Vénitiens. Pour nous, c'est tous des Italiens, mais pour eux, ils les C'est le point, il s'appelle Léo Major. Il a capturé une ville de 60 000 habitants seul. C'est le seul homme de l'histoire qui a capturé une ville seule, obligeant toute l'armée allemande à être repoussée. Il a capturé le QG des SS, il a massacré la Gestapo, ils ont tous dû fuir tellement il était furieux. Il voulait tuer son meilleur ami, c'est digne d'un film. Ah ouais. Les Canadiens l'ont trouvé tellement bien qu'ils l'ont rappelé pour la guerre de Corée. 12 000 Chinois ont repoussé 10 000 soldats américains. Avec 12 hommes, il a repoussé 12 000 Chinois. 7 fois. Je vous conseille de lire cette biographie, il est mort il y a quelques années, un garçon charmant. Et en fait, il a fait dans le noir. Il se cachait dans le camp chinois et tirait. Les Chinois n'arrivant pas à trouver qui tirait, ils ont dit on dégage. Donc, bon plan. Profitez de l'obscurité. En fait, ça montre qu'un homme tout seul peut changer le cours d'une bataille. Exactement. Et ça, c'est arrivé plus d'une fois. Et il faut nous raconter comme ça des histoires les uns et les autres. Nous, on est tous un peu captivés. Et c'est une chose, c'est une transition formidable. Je suis très content, je l'ai déjà dit. Et c'est une chose que j'ai encore envie qui m'intéressait dans le poste de Pandore, au tout début, c'est que, vous parlez en tout livre d'hypnose, est-ce que pour vous, lire votre expérience de lecteur, ça m'intéresse, est-ce que lire c'est être un peu sous hypnose? Je suis un très mauvais lecteur. Déjà, je lis pas mes propres livres. Mais là, les écrits, c'est déjà bien suffisant. J'en fais pas 11 versions, parce qu'après la première, j'en ai déjà marre. Donc heureusement, après, il y a le pour Albin Michel, donc à présent, qui pourrait souffrir parce qu'il doit lire mes trucs et dire non, écoute, ça va pas. Bref. Mais non, l'hypnose repose sur le fait effectivement d'être centré sur un élément particulier, c'est la concentration. Et dans pas mal de livres qui en traitent, l'un des premiers exemples qu'on donne, c'est justement la lecture. Parce que quand vous êtes pris dans quelque chose, on pourrait parler de lecture, on peut même parler d'une série que vous regardez sur votre téléphone ou un truc dans le métro. Il y a des éléments autour de vous que vous captez et que vous ne voyez plus en fait, parce que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose. Alors, beaucoup de choses reposent là-dessus, mais c'est vrai que la lecture, on a tous déjà été captivés par une lecture, à regarder sa montre et à se dire zut, voire à ne pas regarder sa montre et à louper l'heure parce qu'on était pris. Et ouais, tout ce qui en fait permet la concentration est quelque part un marchepied vers le sujet dont je pense qu'il va nous parler, parce que tu c'est beaucoup, non, mais voilà, et donc c'est vraiment quelque chose que vous avez connu. Donc, quelque part, la question, avez-vous déjà été hypnotisé? Peut-être que non. Mais avez-vous déjà été suffisamment pris par quelque chose pour laisser s'échapper des éléments extérieurs? Très clairement, oui. Donc, vous avez déjà connu plus ou moins cette sensation. Voire, votre capacité à visualiser une scène, et j'en profite parce que vous connaissez peut-être ça aussi, quand des lecteurs lisent un de nos livres et en font un dessin. Ce n'est jamais ce qu'on a imaginé. Mais des fois c'est très proche, des fois c'est loin, mais ça correspond toujours à la description, je trouve, et c'est assez génial de voir ce qui se passe dans la tête de l'autre en lisant exactement la même description. Si je dis maison, personne ne pense à la même maison dans la salle. Voilà, c'est à peu près tout, à vous de jouer. D'ailleurs, une autre expérience à faire à propos des lecteurs, c'est leur demander de raconter ton bouquin que tu as écrit. C'est leur demander, et tu t'aperçois qu'ils ont vu beaucoup de choses. Et même, tu demandes à quelqu'un un réalisateur de cinéma qui va raconter son film, les gens ajoutent des scènes qui n'y sont pas, et enlèvent les scènes qui y sont, et en fait ils reviennent un truc complètement utilisé. Les maisons, ils vont imaginer leur maison, mais non, mais en fait ils imaginent leur scénario en entier. On a tous eu un prof de français comme ça, qui voyait des choses qui n'étaient pas dans le livre. Oui, c'est la portée rouge, c'est parce qu'en fait c'est sexuel. Alors, moi j'ai découvert l'hypnose et le lien avec le livre, c'est une très bonne question que vous posez là, attention. Et si
c'est avec le truc de la cave. C'est-à-dire que, moi j'écris Les Fourmis et c'est un bouquin très très chiant. Et c'est très chiant parce que je le donne à lire à tout le monde et tout le monde me dit oh, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, y compris des gens qui tiennent qui étaient très proches, qui du coup ne sont plus mes amis. Et personne n'arrive. Ils sont lisés dans le bouquin qui était une histoire de fourmis. Et tout d'un coup j'ai dit écoutez, j'ai écrit une histoire, vous ne serez pas physiologiquement capable de ne pas aller jusqu'au bout. Ça va être juste 10 pages. Et quand vous aurez commencé à lire, il sera impossible de pas aller jusqu'au bout. Et cette histoire, c'est la cave. C'est une famille qui arrive dans une maison. Dans la maison, il y a écrit surtout n'allez pas à la cave. Et je reconnais, c'est des grosses ficelles, mais je les ai bien utilisées. Et là-dessus, il y a un escalier, et tous les gens qui descendent, ils disparaissent. Et celui qui remonte, il dit c'est tellement affreux ce que j'ai vu en dessous que je préfère pas vous le raconter. Donc, ce texte, comme ça, je l'ai amélioré. Il arrive de plus en plus de choses terribles. Et au final, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il y a au fond de cette cave pour que les gens sortent là. Et ben, ce texte, tous les gens qui lisaient allaient jusqu'au bout et étaient incapables de pas aller jusqu'au bout. Et je me suis aperçu que quand ils lisaient l'histoire, en fait, ils descendaient en rapport inconscient et ils voyaient apparaître des scènes de leur enfance. Donc ils me racontent, moi ce que j'ai préféré dans l'histoire de la cave, c'est le cerf-volant. Il n'y a pas de scène avec le cerf-volant, le type qui m'a dit ça. C'est juste que ça l'a ramené à son enfance parce qu'en descendant, il se visualisait descendre. Et à partir de là, j'ai ajouté ma cave comme une locomotive, j'ai remis mes fourmis comme il était le monde, et ça a donné le roman Les Fourmis qui a finalement bien marché. Mais s'il n'y avait pas la cave, je ne suis pas sûr que ça allait marcher. Et le principe de la cave, c'est qu'il y a un moment, il faut envoyer le lecteur sur son imaginaire, on lui donne très peu d'informations, et comme ça il va lui être créateur, co-auteur, une fabriquer son histoire, avec son passé, sa propre culture, et le livre va fonctionner comme un miroir, dans lequel le lecteur va se trouver lui-même, et il va découvrir qui il est en lisant l'histoire d'un mec qui descend dans une cave. Ça c'est l'hypnose. Voilà, j'ai fait le lien, et maintenant quand je fais les séances d'hypnose régression, et j'en fais une le 17 avril pour ne pas faire la publicité aux 3 baudets, mais ce sera à 19h pour vous inscrire sur mon site bernardabba.com. Je ne sais pas si vous l'avez pu le noter. Donc c'est le 17 avril aux 3 baudets. Je fais une séance de régression à toute la salle. En général, il y a la moitié de la salle qui se retrouve à raconter une histoire qui est apparue en ouvrant une des portes, donc une des portes de cette antérieure. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça peut faire plaisir, est-ce que ça a surgi, est-ce qu'ils sont en contact avec les extraterrestres, est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Je ne peux pas vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la moitié de la salle, quand je leur demande est-ce qu'il y a des gens qui ont vu quelque chose dans leur vie antérieure, il y a la salle qui lève la main, et certains en plus se mettent à le raconter, et c'est toujours une jolie histoire. Donc même si c'est pas vrai, ça a réveillé leur capacité à raconter une histoire. Le seul élément qui est troublant dans l'hypnose régressive, c'est que des fois il y a des détails que la personne ne peut pas connaître et qu'on peut vérifier par la suite. Et le plus troublant, c'est que certaines personnes sont arrivées à me donner le nom et le prénom. On aurait pu voir que cette personne existait vraiment, elle faisait la même chose qui était décrit. Mais je ne pourrais jamais vous prouver que c'est vrai. Et donc la meilleure manière de le savoir, c'est d'expérimenter. C'est hyper intéressant, ça fait pas mal écho à ce qui se passe quand justement on fait des discours à l'oral. Je reviens sur la première remarque que vous avez faite. Le fait que quand on fait des discours, c'est très important de laisser du silence après certains mots importants. Et c'est dans ce silence-là que le spectateur va placer tout son imaginaire. En fait, et quand on lui dit justement rappelez-vous de votre enfance, voilà, on laisse un silence, là tout à coup, ça devient, là on sent qu'on capte l'assemblée quoi. C'est un peu ce qui se passe dans le roman. On a du temps là on n'a plus tout le temps. Est-ce que je peux faire l'expérience d'hypnose collective avec ces quelques dizaines de personnes? Si on n'a plus tout le temps, ça va être dur, mais... 3 minutes. Oui, bien sûr. C'est vous qui gérez tout. Mais après, ça va les marquer. Ils se diront, on n'a pas entendu que deux connards d'écrivains qui parlaient de respiration. On a vécu une expérience d'hypnose collective. On était 9000, et puis à un moment, il y a un qui... Tout le monde est prêt? Alors, je précise une chose. Ceux qui ne veulent pas le faire, vous ne gênez pas ceux qui le font, c'est tout. Alors, je vous explique déjà pourquoi je prends cette initiative. C'est parce que je me dis qu'au-delà du blabla intellectuel et des trucs mentaux, quand on fait l'expérience soi-même, on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc, ce qui parlait d'hypnose, le mieux, c'est de l'expérimenter. Alors, je fais un truc très simple, et ça va durer 3 minutes. Alors, d'abord, vous décroisez les jambes pour ceux qui l'ont dit. Je vais faire une photo avant et après. Ayez l'air heureux.
Maintenant, vous allez décroiser les bras. Et vous trouvez une position où vous sentez bien. D'accord? Et maintenant, on va faire un truc. Quand je vais dire top, vous allez fermer les yeux. Pour ceux qui en ont envie, ceux qui n'en ont pas envie, surtout ne fermez pas les yeux. Hein. D'accord? 3, 2, 1, top. Fermez les yeux. Et maintenant, vous allez visualiser un citron. Vous voyez le citron qui est très très jaune, éclairé par le soleil, qui tournoie dans le ciel, qui flotte et qui tourne. Et ce citron est très étincelant, très reluisant. Et imaginez que ce citron sent très très fort, une odeur très acide. Et maintenant, imaginez qu'il y a une main avec un couteau qui coupe le citron en deux, et qui coupe une rondelle de citron. Puis la main prend la rondelle, la passe dans le soleil, et le soleil apparaît à travers la pulpe. La main prend le citron, elle serre très très fort et toutes les pulpes éclatent. Ça fait un jus jaune qui tombe dans un verre. Et la main imaginaire prend le verre et l'approche de lui, et l'approche de votre bouche. 3, 2, 1, top, vous ouvrez les yeux. Qui c'est qui a la salive dans la bouche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À derrière, on entend dire 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est le principe de suggestion. Cela dit, les conditions sont quand même très 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 difficiles. C'est déjà très bien. C'est ce principe, en fait, si ça a fonctionné, c'est parce que dans notre cerveau, quand on entend le mot citron, on se dit, ça se peut qu'il y a du citron qui arrive, mettons de la salive dans la bouche pour diluer afin que ça pique pas trop la langue. C'est très très simple. Voilà. Et c'est le principe de l'hypnose. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ou pas du tout? Pas du tout. Eh bien, merci beaucoup, Julien Vieux et Bernard Werber. Merci à vous. J'en profite pour rappeler vos livres, hein, Le petit tas des opérations de Julien Vieux. Il y a son nouveau livre qui vient de sortir là, qui est aujourd'hui au Salon du Livre. Tout à fait, chez Branche Voilà. Blanche. Donc le tome de nos services de Sa Majesté la Mort pour les young adultes, c'est quand même la thématique ici. Il y a la boîte de Pandore de Bernard Werber et j'en profite pour faire ma publicité. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Moc, LE+MOCK. Je parle de littérature classique avec mon comparse, on est deux. Et voilà, et puis... On est en dédicace juste après. Voilà, donc les livres dont on vient de parler, on va être cassés sur le standard par Michel Sefferer. Yes, on va se retrouver, Voilà, vous pouvez les juste rejoindre après. tout de suite. Voilà, merci à vous. Merci.